Le G7 a annoncé que les garanties de sécurité de l'Ukraine se trouvent dans une phase compliquée. Les négociations du G7 sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine vont durer des mois, faute de consensus sur la manière dont les engagements doivent être détaillés. Pour le Wall Street Journal, certains accords bilatéraux ne devraient pas être conclus que l'année prochaine. Le commissaire européen Thierry Breton a déclaré que l'Ukraine ne serait pas en mesure de devenir membre de l'OTAN durant le conflit. Le sujet a été, je crois, tranché au sommet de Vilnius, où de façon très claire, il a été rappelé que tant que la guerre aurait lieu sur le territoire européen, l'Ukraine ne pourrait pas être membre de l'OTAN, puisque ce fameux article 5 s'appliquerait de facto. Il faudrait entrer l'ensemble des alliés de l'OTAN en guerre. Donc la position a été très clairement rappelée, y compris par le président des États-Unis, Joe Biden, mais aussi par le chancelier allemand, Olaf Scholz, que, effectivement, tant que la guerre serait là, en Ukraine, il n'y aura évidemment pas d'adhésion. Et après, on pourra évidemment le considérer. Pour répondre à toutes nos interrogations quant au possible accord de sécurité du G7 avec l'Ukraine, nous recevons tout de suite Jean-Maxime Corneille, juriste en droit européen, analyste en intelligence économique et questions stratégiques. Monsieur Corneille, bonsoir. Pensez-vous que les garanties de sécurité puissent être données à l'Ukraine dans un avenir proche? Si oui, en quoi consisteraient-elles? Bien, avant tout, ce qu'on a face à nous, là, c'est le G7 qui fait machine arrière toute. Le G7 vient de comprendre que l'intransigeance anglo-américano-israélienne avait nourri la nouvelle puissance des BRICS. Et comme disait Charles de Gaulle, le monde finira par détester les Américains, mais sans oublier les Anglo-Israéliens. Trois nations bellicistes qui, pour des raisons historiques trop peu comprises, leurs élites bien plus que leur peuple, mais le résultat est là. Ces gens ne s'arrêtent que quand on les arrête. Donc quand on nous dit là qu'il n'y a pas d'engagement, de consensus sur les engagements en faveur de l'Ukraine, la traduction c'est que les rats quittent le navire. Pourquoi donc? Mais parce que la guerre avec le sang des autres a des limites. Le colonel McGregor, ancien conseiller de Trump, a évoqué 60 000 morts ukrainiens dans leur dernière et glorieuse contre-offensive voulue par l'OTAN. Et qui dit 60 000 morts dit le double de blessés. Et je sais de sources sûres que même le renseignement OTAN en convient. On évoque 150 000 hommes hors de combat, côté ukrainien. C'est une catastrophe du point de vue de l'OTAN. Car rappelez-vous Biden, qui voulait donner des assurances à l'Ukraine, Biden voulait créer un rapport de force favorable pour avoir soi-disant du levier contre la Russie. C'est une expression immonde qui avait déjà été utilisée contre l'Irak entre 1991 et 2003. Mais là, le résultat contre la Russie est totalement inverse. Tant et si bien que même le Wall Street Journal panique. L'organe de presse de Wall Street, qui conclut pudiquement que les accords avec l'Ukraine seront remis au calendrier grec. Concrètement, ils savent que l'Ukraine, artificiellement et radicalement anti-russe, n'en a plus pour longtemps. Quant au pitoyable Thierry Breton, obsédé par son auto-agrandissement et malgré ses casseroles, c'est bizarre que ce soit lui qui, là encore, décline l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN, mais il y a donc un consensus entre UE et OTAN pour dire que leurs velléités bellicistes ont été froidement douchées en Ukraine, et potentiellement même définitivement. Et c'est symbolique à mes yeux. Permettez-moi une petite rétrospective pour le comprendre. En 2006, j'étais étudiant Erasmus en Allemagne. J'avais vu des Ukrainiens et des Russes, c'était les mêmes jeunes. Il y avait une pointe d'activisme ukrainien après leur pseudo-révolution orange, mais rien de plus. En 2007, je découvrais Kiev et j'avais remarqué une américanisation grossière, ridicule même, des publicités et de la communication politique en Ukraine. Toujours en 2007, j'étais jeune stagiaire au Parlement européen. J'avais assisté à une réunion tout à fait activiste avec l'ambassadeur d'Ukraine, au terme de laquelle j'avais remarqué que l'UE bâtissait son appui à l'Ukraine contre la Russie, dans une ambiance otanienne. On était en 2007. J'avais mis en garde l'ambassadeur contre un atlantisme conçu contre la Russie, car tout le monde y serait perdant. Il avait été bien mal à l'aise de me répondre. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une ambiance vraiment conspirative, très malsaine. Par la suite, je l'avais écrit à partir de 2011. La question ukrainienne allait devoir être soldée proprement, mais des pièges multiples furent tendus sans fin contre la Russie. En 2014, l'hystérie belliciste était évidente. Le but était d'hitlériser la Russie, pour la détruire financièrement si elle se défendait. Mais bien peu d'observateurs en Occident ont compris comment la Russie a géré de main de maître ce qui aurait pu être sa destruction financière si elle avait cédé aux provocations et attaqué dès 2014. Sauf que la conséquence collatérale aujourd'hui, c'est que la Russie a survécu, mais l'Ukraine a entre-temps été surarmée. Surarmée des États défaillants et captifs, c'est la seule chose que sait faire le mondialisme. Résultat, des morts évitables, c'est triste, et seulement triste. Mais au-delà des morts, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui ?
Premièrement, c'est la mise en échec historique d'une énième guerre de la finance internationaliste. En fait, c'est la deuxième fois après la guerre de Syrie, qui était déjà le premier échec historique du mondialisme. Donc on a deux guerres mondialistes, coup sur coup, qui ont été mises en échec par la Russie. Deuxièmement, c'est l'accomplissement quasi mystique, quoi qu'on en pense, de la destinée prophétique de la Sainte Russie à la Dostoïevski. Elle peut sauver l'Occident de sa propre décadence, dont en réalité Dostoïevski, dans Crime et Châtiment, nous donnait la raison sous-jacente, c'est l'usure financière. Troisièmement, la même raison sous-jacente complémentaire était donnée par Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble. Il s'agit des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, leur influence sur l'Empire britannique, puis sur Wall Street, depuis que les révolutionnaires de 1905 qui avaient préparé 1917, parallèlement à l'activisme anti-russe de l'Empire britannique. C'est un sujet sensible que cette usure financière comme péché spirituel du judaïsme, mais inutile de le développer ici car ces contradictions internes apparaissent naturellement. Beaucoup de prises de conscience ont lieu aux États-Unis et surtout en Israël. Les contradictions et les luttes d'influence interne produisent les mêmes conséquences impraticables, aujourd'hui comme dans l'Antiquité. En conclusion, c'est en réalité une grande opportunité pour l'humanité pour trier le bon grain de l'ivraie. La Russie est en train d'inverser tous les narratifs et le G7 en tire conséquence. Je considère que les prises de conscience russes ne sont pas encore pleinement réalisées pour comprendre ce bellicisme irrationnel qu'elle a tant subi depuis 2 siècles, mais ça viendra et de fait j'y travaille ici. Car c'est en étudiant sérieusement les sujets, comme je l'ai fait, que chacun peut le faire de façon non manichéenne, que nous pouvons arriver à cette conclusion qui est très positive. Et c'est bien la raison pour laquelle le G7, encore une fois, fait machine arrière aujourd'hui. Voilà. Merci Jean-Maxime Cornet pour vos précisions. Donc, pour rappel, vous êtes juriste en droit européen, analyste en intelligence économique et questions stratégiques. Merci encore pour toutes vos réponses. Merci.